C'est pas un animal sympathique qu'on voit et qu'on voit dans les Gardiens de la Galaxie. Mais avant de vous parler de route, je vais vous parler rapidement de moi. Alors, qui suis-je? Henri Gomez, j'ai été développeur, j'ai fait de la QA, des opérations, de la CI, de la CD. Actuellement, je m'occupe d'infrastructure chez SonarSource, l'éditeur du produit SonarCube, SonarNIC. Et je suis notamment en charge de notre SaaS et du produit SonarCloud. Mon repository GitHub Gomez et mon compte Twitter. Donc le root, qu'est-ce que c'est? Donc effectivement, ce n'est pas le root, c'est tout à fait autre chose. En fait, le root, ce que c'est un APM. Un APM, c'est un outil de mesure des performances. C'est un produit, c'est un outil en fait qui est gratuit et qui est open source, d'où le .org, et qui est sous une licence Apache 2.0, on en parlera plus tard parce que ça a son importance, parce que ça pourrait nous servir énormément. Un APM, c'est quoi? Donc c'est un outil de mesure des performances d'une application. Quand je parle de performance d'une application, on s'intéresse à l'application, pas au système. Les personnes qui font d'IT, des opérations ici, ont une bardée d'outils pour mesurer les performances du CPU, du disque, du réseau et compagnie. Là, on s'intéresse à voir la performance de l'application. Sachant que sur une machine, il faut avoir X applications à l'instant T. C'est donc un outillage de mesure pour mesurer les performances de cette fameuse application. Et on retrouvera très souvent, quand vous entendez parler d'APM, vous retrouvez un terme qui s'appelle transaction par seconde. Donc le nombre de transactions par seconde. On est dans un APM, ce qui nous intéresse, c'est de mesurer le nombre de transactions qu'on a par seconde. Alors, on va déjà tourner le coup à quelques idées. Un APM, c'est cher. Historiquement, les APM étaient très chers. Pour ceux qui connaissent des produits comme AppDynamics, je citerai que ce sont des chiffres, ce sont des produits qui se. Le ticket d'entrée, c'est. Il y a au moins 5 zéros derrière le premier chiffre. Et je ne vous donne pas le premier chiffre. C'était des outils qui étaient tellement coûteux que c'était réservé déjà à des compagnies qui avaient les moyens. Et deuxièmement, c'était réservé aux affichus des opérations. Et encore pas à tous. Du coup, ça veut dire que les gens qui faisaient de la mesure de performance sur une application, notamment en production, c'est les équipes d'opération, les développeurs, on va les voir avec les incidents, mais jamais en avance de phase. Et pareil pour les équipes de QA. Donc ça, effectivement, c'était cher, mais ça, c'était avant de nous. Un APM, c'est un outil d'Ops. Pas forcément. Et même, j'aurais même tendance à dire, si c'est un outil d'Ops, on a raté quelque chose. Si vous demandez aux Ops d'instrumenter votre application pour aller au spot en production, il y a franchement quelque chose qui est raté quelque part. Ça veut dire que soit les devs, soit la QA ont raté ce chantier qui est d'optimiser au mieux son application. Donc un APM, c'est clairement pas un outil d'Ops. Effectivement, ça sert aux équipes d'opération pour s'assurer que les SLA sont remplis, pour faire du tuning fin de production. Les équipes de QA peuvent aussi s'en servir dans des environnements de pré-production. Et notamment pour réduire le taux de what the fuck, qui est bien connu, autrement dit, mais comment ça se fait que cette requête qui devait prendre 15 microsecondes prend 2 heures. Et ça peut servir aussi pour les développeurs, quand ils veulent tester l'application, mais pas en mode pas à pas comme avec un debugger. Alors, qui fait du trading dans la salle? Il y en a au moins 4 que je connais. Donc quand vous faites du trading, et notamment, pas nécessairement du trading haute fréquence, mais du trading, si vous commencez à avoir des interactions avec des messages qui arrivent tous les centaines de même pas, toutes les millisecondes, en mettant du pas à pas avec un debugger, franchement, vous pouvez globalement rien voir. Avec cet outil-là, c'est possible. Pourquoi on a besoin d'un APM? Parce que tout le monde a besoin de regarder ce qui se passe dans le trou. Glowroot, c'est un outil qui est vraiment surpuissant. Quand je dis ça, bon, déjà c'est parce qu'il y a notre ami Superman, mais Glowroot, c'est un outil qui vous permet d'accéder à l'intégralité de la JVM et des NBINs qui sont exposés. Qui sait ce qu'il y a un NBINs? Il y en a un là-bas de chez Slip qui n'a pas levé la main et pourtant il aurait dû savoir. Donc les NBINs, c'est un outil qui connaît l'ensemble des frameworks simples ou plus compliqués, donc des Servlet, Intype, Vertex, il les connaît tous. Il est multi-protocole, autrement dit, il s'intéresse aussi, pas juste au fonctionnement de la JVM, mais surtout à ce qui se passe quand on sort de la JVM. Normalement,
part si on écrit très très mal et qu'on fait de la programmatique hyper compliquée, on sait que les temps de réponse, quand ils se dégradent sur une application, c'est qu'on sort de JVM. Quand on va taper sur une base SQL, sur un Elastic, sur un Cassandra, là effectivement on commence à sortir et on peut avoir des temps de réponse qui commencent à se dégrader, c'est là qu'on a besoin d'un outil comme celui-là. Il supporte plein d'app serveurs, donc des Tomcat, des Gtile, des Wi-Fi, des Pagara, à peu près tout ce qui existe en moteur d'application, mais pas nécessairement, on peut utiliser encore quelque chose qui n'est pas un moteur d'application. Comme il connaissait, il détecte la plupart des pistes d'exécution standard. Une piste d'exécution standard, c'est typiquement je rentre dans une servette ou dans une JSP, ou j'ai un enchaîneur Quartz qui tourne qui toutes les minutes fait quelque chose. Ça, c'est des pistes d'exécution que lui, l'instrument, connaît et qui sait instrumenter et utiliser. Le truc qui est vraiment sympathique dans cet outil, c'est le fait qu'on peut rajouter une piste d'exécution à la volée. Je l'ai dit tout à l'heure. Autrement dit, si votre application elle ne compte pas sur un Tomcat, elle ne compte pas sur un Gtile, c'est un bête Java name qui tourne juste seul sait comment, vous aurez la possibilité de rajouter des pistes d'exécution à la volée ou de manière programmatique. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Donc ça reste vraiment un tout. Même si 95% du marché, ça tourne embarqué dans un app server, il y a bien 5% des applications qui sont custom et qui peuvent être couvertes. Alors, Blue c'est quoi? C'est un APM Java. Donc, ça s'adresse dans un jeu, donc ça s'y prête. Je n'aurais pas été faire la présentation dans un atelier .NET ou JS, mais donc c'est un APM Java. Comment ça fonctionne? C'est un agent de JVM. C'est un agent Java, donc c'est globalement du code qu'on attache au démarrage de son application Java et qui va permettre à cette application, en étant un Java, d'avoir accès à beaucoup plus de fonctions que votre application. Globalement, elle a accès à l'intégralité de l'instrumentation de JVM. L'ensemble des classes et elle peut se greffer à n'importe quel endroit. Elle fonctionne Blue, ça fonctionne en deux modes. Soit un mode autonome, donc il est tout seul, vous mettez dans un coin, vous faites votre application, vous regardez ce qui se passe, ça marche tout seul. Soit en mode connecté avec quelque chose qui s'appelle Blue Central. Donc clairement, le mode connecté, si vous avez des grappes de serveurs à faire, ou que vous soyez en production ou en QA d'ailleurs, c'est le bon endroit pour. C'est le bon vecteur de setup. L'overhead il est marginal, autrement dit, le coût de Blue sur une requête c'est 10 microsecondes. Là c'est pareil, à part si vous faites du trading haute fréquence, les 10 microsecondes ça sera inodore et indolore. Il y a un surcoût mémoire qui est minime, qui fait environ 2 KB. Les informations elles sont sur le site de Blue. Il fait la comparaison avec un leading commercial Java APM, peut-être à Dynamics, en tout cas il l'a pas cité. Franchement, c'est marginal. Pour information, sur le site SonarCloud, on va avoir pas loin d'1 million de requêtes par jour. Il tourne, il y a 0 attaque. Bluehoot en mode autonome. Donc en mode autonome, c'est quoi? C'est globalement, quand vous avez votre application à qui vous avez attaché Bluehoot, vous avez un web server qui s'attache à l'application, qui démarre sur le port 4000. Du coup, ça vous permet quoi? Ça vous permet, quand vous êtes en web, d'aller regarder sur cette application web, qui est plutôt bien faite d'ailleurs, à pleine vitesse. Donc vous pouvez avoir votre application qui travaille à vitesse normale et voir par exemple les requêtes SQL qui partent, les requêtes Elasticsearch, et aussi mettre des seuils et des alertes. C'est utile donc en mode dev, ça peut être aussi en mode QA. Alors il n'y a personne qui fait de la QA ici, mais globalement les équipes QA c'est souvent les mieux équipés ou les pires. Plutôt connu les pires équipés que les mieux, mais globalement, très souvent, c'est rare d'avoir des équipes de QA qui travaillent sur leur poste. Malheureusement, c'est comme ça. Si on leur dit de leur monter un APM avec un ensemble d'outils pour arriver à faire de l'instrumentation, c'est juste pas possible. Et ça peut être utilisé en prod sur une VM ou dans un container, mais vraiment dans un mode, on va dire, vraiment exploratoire. Je fais un petit rappel, dans ce cas-là, en mode autonome, le stockage il est fait dans une base H2, donc une base mémoire. Pour qui ne connaît pas H2, c'est une base H2, c'est quand même quelque chose qui peut être assez consommateur. Et comme on instrumente plein d'informations, il y a plein d'informations qui vont être dans cette base, ça peut remplir très rapidement un tel système. Donc, autant éviter. Comment vous voyez bien la partie noire?
toute cette partie-là. Donc là, en mode autonome, c'est vraiment très simple comment on injecte. Donc je prends l'exemple d'un Tomcat, parce que c'est vraiment l'exemple le plus simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est dans le Catalina Ops, vous rajoutez moins Java agent, le passe vers le Blueroot.java. C'est fini. Je le rajoute, ouais, l'astuce, si vous avez un Tomcat, vous mettez ça dans bin setup.sh et ça marche automatiquement. Vous n'avez pas besoin donc de modifier votre configuration de serveur. Setup.sh est un fichier qui est shell qui est lui-même lu au démarrage d'un Tomcat. Alors, je vous parle d'un port 4000, pour des raisons X et Y, le port 4000, ça peut ne pas vous plaire. Il y a la possibilité de changer ce port en changeant un réglage dans un fichier Blueroot. Au premier démarrage, il va créer un fichier qui s'appelle admin.json. Alors, s'il n'existe pas, si vous l'avez créé vous à l'avance, il va le lire. Donc, vous voyez, vous pouvez changer le port là-dessus, réduire le bind address. En l'occurrence, en mode autonome, il écoute sur 127.0.0.1, ce qui ne paraît pas déconnant pour une approche autonome. Si vous voulez partager le Blueroot avec vos copains, vous changez le 127.0.0.1 par 0.0.0 et ça passe tout. En mode connecté. Donc en mode connecté, c'est une autre paire de manches. Donc c'est connecté à un outil qui s'appelle Blueroot Central, qui fait partie en fait de la stack. Ça communique en HTTP2 et en gRPC, donc c'est plutôt des protocoles plutôt efficients. Le seul prérequis, c'est d'avoir une Cassandra 2.1. Je vous montrerai tout à l'heure, j'en démarre un, ça se fait vraiment simplement. Et ça vous permet de suivre l'activité d'une ferme d'application. Vous pouvez avoir votre prod, votre backend, votre front-end, quel que soit, vous pouvez faire des topologies, vous pouvez justement grouper ces applications par deux propriétés que vous avez données à l'agent, le roll-up ID et l'agent ID. Et avec ça, globalement, vous êtes capable de dire voici les machines de ma grappe 1 ou de mon application 1, et voici le composant 1, le composant 2, le composant 3. Quand c'est connecté à Blueroot, ça fonctionne comment? Vous avez des applications monitorées sur la gauche, ils envoient ça vers un collector. Le collector, donc en HTTP2 avec le protocole gRPC, lui il envoie dans Cassandra, et vous avec votre navigateur, vous avez sur la partie UI de Blueroot Central qui va vous remonter ces informations. Cassandra a été retenu parce que c'est un des frameworks, c'est probablement une des meilleures bases pour absorber beaucoup de volume. Et en plus, Cassandra, c'est par design clusterisable. Donc si un jour vous êtes à l'effort, vous rajoutez des nœuds Cassandra et votre bureau, vous le redonnez du sous. Donc un mode connecté, je reprends mon exemple pour un Tomcat. On garde toujours le Java agent de passe du Blueroot.jar. On lui met un agent ID, un roll-up ID. Et puis la seule chose donc le roll-up ID globalement, c'est pour dire voilà le groupement d'applications. Tomcat, c'est le composant. Donc imaginons que j'ai dans mon application, j'ai quelque chose qui s'appelle App Voxel View 2018. On va mieux fait d'appeler Conduit, mais bon, c'est ça. Et que là, j'ai un composant de Tomcat. Vous allez trouver, on le montrera tout à l'heure, dans l'application App Voxel View 2018, le composant Tomcat. Demain, vous avez un autre composant, j'en sais rien. C'est un éthique qui fait autre chose, qui est back-office ou autre. Vous le retrouvez à cet endroit-là. Et la seule chose que vous avez rajouté, c'est l'endroit où il va trouver son collecteur. Donc l'adresse et le port, donc là en l'occurrence central sur le port 81-80. Alors Blueroot ça marche en mode cluster, c'est quand même un outil qui a été écrit par quelqu'un qui a une vraie on appelle ça, sensibilité de production. Donc effectivement, un outil qui va collecter des métriques, ça ne peut que grossir. Donc l'idée c'est de dire, demain j'aurai de plus en plus d'agents, j'aurai de plus en plus besoin d'avoir des collecteurs. Donc on sait déjà que le backend de données Cassandra il est clusterisé nativement. Avec cette approche-là, vous allez rajouter tout simplement des instances de Blueroot, pareil sur une VM, sur un conteneur où vous voulez. Et la communication elle se fait de manière assez efficace, elle utilise JBoot, qui est un vieux une vieille solution pour faire du multicast. Donc pareil, découverte automatique, c'est plutôt cool. Et dans ce cas-là, la seule chose que vous avez à faire, c'est de donner la liste vous donner à votre agent de route soit la liste des VM sur lesquels il est censé. Tous ces points, ils sont dédiés. Pas des VM, des centrales.
sur lequel, donc là, centrale 1, 81, 81 et centrale 2, 81, 81. Petite spécificité pour ceux qui ont utilisé Gloroute au préalable, depuis la 0.11, monsieur est très prudent, il ne fait pas de 0.1. Son produit serait il s'attourait déjà avec une version 4 ou 5, mais il est très, très prudent, donc il reste toujours sous 0. Donc la 0.10 c'était une version qui était assez mûre, là il est parti dans la 0.11. Dans la 0.11, il a eu l'idée, suite à des demandes de gens qui utilisaient Gloroute dans des containers, il a changé un mode de comportement qui fait que, avant, de manière automatique, on pouvait avoir plein de JVM qui travaillaient, donc on pouvait avoir plein de JVM donc, qui marchaient sur la même machine, et l'instrumentation se faisait naturellement avec Gloroute. Depuis la version 11.1, il faut rajouter ce paramètre multi-dir égale true, sinon la première qui démarre, elle bloque le suivant. J'en ai parlé avec lui il y a 2 jours, il a dit ouais, je me suis demandé si c'était une bonne idée. Moi, globalement, j'ai trouvé que c'était très bonne idée parce qu'en prod, j'ai pu changer tout mon tuning. Ça, c'est l'exemple typique d'une bonne idée pour répondre à quelqu'un sur un GitHub issue qui se transforme en une pelle à ennui pour les gens qui s'en servent déjà en production. Donc, si vous l'utilisez, vous avez plusieurs JVM en même temps sur la même machine, n'oubliez pas de mettre le Gloroute multi-dir égale true. Même si vous êtes dans une version d'avant, au pire, c'est un paramètre qui ne sera pas lu, c'est pas grave. Alors, c'est le moment de la démo. Alors, le moment de la démo, ce qui est rigolo, c'est qu'il va falloir surtout arriver à bouger le terminal là-dessus. Donc, hop. Voilà, restez là sur le tac. On va poser ça par là. Et je vais remettre ça plutôt par là. C'est ça. Donc, je vous ai dit qu'il fallait. C'était plutôt simple à monter un Gloroute. Donc, je vais vous montrer comment je monte un central. Est-ce que tu pourrais essayer de grossir les polices? Ouais. C'est bien? Ouais, c'est parfait. Allez, encore un petit coup pour dessus. Donc je vais aller sur ce que j'ai. Donc là-dedans, j'ai installé un Cassandra. Globalement, j'ai pris le Cassandra, je l'ai détaré et je l'ai démarré. La seule plus-value, c'est d'avoir créé un fichier start.sh qui est un peu plus rapide mais qui fait la même chose que. Donc là, je démarre un Cassandra. Ça démarre, ok. Je vais maintenant aller démarrer le Gloroute qui va bien. Entendu, pareil. Il n'y a pas compris qu'il fallait qu'il y ait un devant. Gloroute centrale. Et là, je démarre. Donc, il se connecte. En fait, il est en train de se connecter au Cassandra. Il a déjà terminé. C'est tout ce que vous avez à faire en termes de backup. Donc, suivant votre appétence, vous pouvez faire des RPM pour monter un Cassandra et un Gloroute. Vous pouvez faire des devs, vous pouvez utiliser du Docker. Globalement, ça se monte en vraiment pas longtemps. Bon, maintenant, on va rajouter quand même une application instrumentale. Il y en a une que j'instrumente quand même beaucoup en ce moment, depuis un petit moment. Elle s'appelle SonarCube. C'est étonnant, mais c'est globalement celle que je connais le mieux depuis quelques temps. Donc je vais la démarrer. Voilà. Donc, si je regarde, en termes de process Java, je dois quand même avoir plusieurs process Java. Donc la machine, ça va, elle devrait tenir. Donc vous avez actuellement sur la machine un Cassandra, un Gloroute central et un SonarCube. Et je pense que pour la partie purement de bon, je pense que je suis bon. Hop. On va voir si quelqu'un va continuer à avoir ce terminal qui n'est pas dans vos intérêts. Donc maintenant, on va démarrer. Hop. Hop. Donc là, ce que vous avez là tout de suite, c'est un
SonarCube. Qui connaît SonarCube ici? Il y a des personnes qui ne servent pas encore SonarCube en 2018. Publicité non payée. Qui connaît SonarLint? Donc il y a des gens qui servent de SonarCube qui n'utilisent pas SonarLint en 2018. Publicité non payée aussi. SonarLint, c'est globalement une extension pour votre IDE qui discute avec votre SonarCube, donc qui permet de récupérer vos règles de qualité. Ça peut être plutôt utile. Ok. Donc là, j'ai un SonarCube qui tourne, rien de fou. Enfin, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, c'est fou. C'est une version 7.4, elle n'est pas encore sortie, mais je vous fais du teaser sur le look and feel d'une 7.4. Ça ne change pas énormément d'une 7.3, le changement est agréable. Donc ça, c'est un SonarCube, tout ce qu'il y a de plus standard. On va se promener dedans, on va regarder. Ça, c'est un produit que j'ai fait. C'est une bête web app que j'ai fait, donc je suis un très mauvais candidat. Je ne fais pas de test parce que tester, c'est lutter. Mais globalement, l'idée était ailleurs, c'était de montrer que j'avais une application dedans. Je pouvais me promener dedans, regarder les rumeurs, les problèmes de sécurité, ainsi de suite. Et là, maintenant, je vais aller vers mon ami Glowood. Alors, Glowood, avec cette résolution-là, je suis pas certain qu'on va bien tout voir. On va essayer de voir en mieux. Donc là, c'est l'application Glowood. Ce qui est cool dans Glowood, c'est cette version centrale. Que ce soit la version centrale ou que ce soit la version standalone, c'est exactement la même interface utilisateur. Et ça, j'avais tweaké en disant, ça sent bon DevOps. Pourquoi? Parce que quand on commence entre Ops QA et développeurs à utiliser les mêmes outils, on peut faire DevOps de plein de façons, je pourrais vous la vendre. En 2011, j'étais venu faire une présentation ici même, dans les anciens locaux, sur DevOps avec tout le buzz qu'on disait à l'époque. 7 ans après, je dois m'apercevoir que c'est vachement pire. Mais l'important est ailleurs. Le truc, c'est que globalement, si vous voulez travailler avec les équipes d'à côté et faire le jeu de la patate chaude, certains collègues lyonnais se rappelleront très bien de quoi je veux dire, ex-collègues lyonnais, utiliser les mêmes outils, c'est vachement cool. Et si un développeur, une personne UQ, une personne des opérations utilise le même outil pour faire tout votre spot de performance, vous changez le braquet déjà, vous parlez le même langage, et surtout, le développeur il va pouvoir vous donner 2-3 trucs que vous ne pouvez pas connaître si vous êtes des applications, c'est notamment vous permettre de découvrir les parcours un peu inédits dans l'application. Et donc, pour dire que cette application, c'est exactement la même. Que vous soyez en centrale ou en local, c'est pareil. Donc, quand vous êtes très bon dans l'une, vous êtes très bon automatiquement dans l'autre. Donc le route, on va faire un tour rapide du propriétaire. Je ne vais pas passer sur les transactions, je vais passer directement là-dessus. Il y a tout un système, en fait, c'est vraiment un système qui a été prévu. Autrement dit, si vous avez zéro monitoring chez vous, mais vraiment zéro, le route, ça peut vous permettre de mettre ça en place. La partie erreur, globalement, c'est qu'il est capable d'aller regarder dans vos logs. Si vous utilisez Log4j, SNF4j et compagnie, il est capable d'aller regarder dedans et vous détectez des patterns d'erreur, ce qui est vraiment très agréable. Sinon, ça se fait, vous faites un file git, un logstash, par exemple un APDB comme on a fait nous, des emails, et vous avez tout ça. Ça, à moindre coût, vous l'avez déjà directement. Le truc sympathique, c'est que comme je disais, c'est que le route, il rentre dans les JVM en fait. C'est un agent de JVM. Et donc, comme c'est un agent de JVM, il sait exactement ce qui se passe dans vos JVM. Donc là, j'ai une application, voilà, qui s'appelle SonarCube 7.4 Glowood Talks, et dedans j'ai 2 composants. Les 2 composants, c'est bien 2 JVM qui tournent au même moment sur la même machine. Je peux exactement regarder ce qui se passe sur les 2 JVM au même moment. La résolution étant pas top, c'est pas hyper facile, mais vous pouvez voir des informations comme ça. C'est pareil, vous n'avez pas d'instrumentation, vous n'avez pas de votre Visual Console ou quoi que ce soit, vous l'avez au top de vous. Donc les informations des compteurs sur la JVM, qui n'a jamais eu à regarder, à savoir, qui s'est jamais posé la question quel comportement de la HIP en prod. Personne ne se pose des questions sur le comportement du Linux Java en prod. Ah bon, d'accord. Les gens des équipes d'opération, ils se posent beaucoup de questions sur le comportement de la HIP en prod. Et si vous ne le faites pas, eux, ils le font pour vous. Donc vous avez accès à ça, vous avez accès à des goodies comme ça, du genre le trade down. Qu'est-ce qui se passe dans votre application en l'instant T? Et ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est les informations que vous avez. Alors, si vous utilisez Gmap, Gistro et compagnie, vous avez ce genre d'informations-là. Mais là, vous l'avez directement. Et on est bien d'accord, on ne va pas donner l'accès à un développeur sur une machine de prod pour faire un Gmap ou
ou un truc comme ça. Par contre, là, il peut l'avoir, c'est sans risque. Et on peut même l'exporter en termes de texte, donc hyper utile quand vous avez des deadlocks. Franchement, si vous avez ça, les deadlocks, c'est hyper utile. Vous pouvez faire un dump. Bien entendu, personne ne fait des dumps sur les applications qui fonctionnent, sauf si des fois, on se dit, de toute façon, elle va mourir dans ce secondes, donc faisons les dumps maintenant, comme ça, je sais pourquoi elle est morte. Vous avez des informations comme le heap histogramme. Alors ça, le heap histogramme, ça vous permet globalement d'avoir une répartition des objets dans votre JVM. Ça, c'est des outils que vous trouvez dans JProfiler ou Xmap. Vous pouvez forcer un GC, donc en 2018, plus personne ne force le GC, enfin, j'espère. Sinon, on a vraiment un problème avec l'application. Un truc qui est sympathique, c'est que ça vous permet d'accéder au MBIN. Donc, je repose la question, qui ne connaît pas les MBIN en 2018? C'est pas une honte? Bon, qui connaît? On va faire l'inverse. Il y a plein qui l'ont. Donc, globalement, le MBIN, c'est un maître projo que vous mettez dans votre application et qui est interrogeable à distance par un protocole qui s'appelle RMI ou quand vous avez un outil comme Guru directement. Ce qui est intéressant, c'est que avec RMI, vous pouvez faire des get, des sets, mais aussi des actions. Dans une maison où j'ai travaillé il y a très très longtemps, on changeait les connexions vers des serveurs de données financiers de mes camarades de la Bourse de Paris en allant changer une propriété faisant reconnect, sans arrêt de service. C'est fort. Hein. Et juste avec un BetMBIN. Et à l'époque, je disais, vous payez un point MBIN, vous mettez un MBIN une fois, ça vous servira tout le temps. Le système properties, alors effectivement ça paraît malo, mais quand vous êtes en train de discuter avec un client ou un développeur de problèmes mais si, je t'assure, j'utilise bien Java 8 et que vous voyez là Java 6, donc mine de rien, ça vous permet d'avoir des informations, et là, le route ne fait pas de politique, s'il vous dit que c'est un Java 8, c'est un Java 8. Et des informations aussi sur l'environnement. Donc vraiment sur quoi vous êtes. Ça évite par exemple de regarder le serveur d'être pensé qu'on investigue un serveur de prod alors qu'on est en train d'investiguer un serveur de web. La partie synthétique. C'est plutôt sympa, je ne vais pas rentrer dedans, mais globalement ça vous permettrait de rajouter des alertes à vous. Soit des informations du genre rajouter des alertes, donc soit par Ping, soit par Java. Donc vous pourriez pinguer par exemple un bout de votre application et lui il collecte des informations. Quand je vous dis que si vous avez zéro monitoring, la solution peut le faire, c'est pas ce qu'elle fait le mieux, mais en tout cas si vous avez rien, c'est vraiment utile. Ça vous évite de monter un Zabbix ou un Agios qui va faire en cœur tous les deltas pour vous dire le système est up, le système est up. Les incidents, ils sont liés aux fameuses erreurs de tout à l'heure. Là on rentre dans un workflow qui est phase de production. À mon avis, c'est pas grand chose à faire dans un outil comme ça, sauf si effectivement vous n'avez rien du tout, auquel cas ça peut rentrer. Le principe des incidents, c'est que vous déclarez des incidents, ils sont ouverts, résolus. Franchement, c'est pas là-dedans où je passerai le plus de temps. Et là, vous pouvez générer des rapports. Donc sur ce que vous voulez, donc sur les agents que vous voulez, soit toute l'application, et ainsi de suite. Donc ça vous permet d'avoir un état global du système ou des applications que vous récupérez directement. Si quelqu'un vous demande un rapport, vous n'avez pas ça dans votre appli, le route, clac, on export, c'est terminé. Mais bon, le route, c'est un outil qui parle avant tout de transactions. Donc, si on parle de transactions, il faut en voir. Les transactions, donc la transaction, quelle est pour vous la transaction la plus connue, la plus utilisée de nos jours? Là. Non, mais en type de techno, c'est quoi la transaction la plus utilisée? Pas la communication avec la base de données. Mais qui c'est qui déclenche la communication avec la base de données? Ouais, c'est web. Globalement, il y a 95% des transactions aujourd'hui, c'est que du web. Depuis votre téléphone, il y a un support client HTTP, parce que globalement, il n'y a que du web, il n'y a que du HTTP. Et donc, c'est pour ça que lui, en gros, il a marqué, pour ça, je vous avais donné une piste. Il vous permet, le premier truc qu'il va vous dire, c'est qu'il va vous montrer les transactions web. Parce que tout commence, la plupart des applications, par les applications en free, tout commence par une requête web. Votre application, s'il n'y a pas de requête qui arrive dessus, normalement, on ne fait rien. Et là, si vous regardez les web applications, les web transactions. Donc, vous pouvez choisir le créneau de la plage à regarder. Donc, moi, pour l'instant, je ne m'intéresse pas à ce qui s'est passé il y a
4 heures, on va regarder ce qui s'est passé sur les 30 dernières minutes, donc depuis que j'ai démarré l'application, et là il me dit, en termes de web, c'est un peu morte-pleine, il n'y a rien sur ce composant CE. On va regarder le composant web, et là, ah oui, sur le composant web, il y a déjà un peu plus d'activité. Pourquoi? Parce que dans SonarCube, il y a un composant web qui traite les requêtes web, il y a un composant Compute Engine qui est globalement un moteur de traitement asynchrone. Et là, vous commencez à avoir des trucs vraiment très sympathiques, c'est qu'en plus d'être bien gentil avec vous de montrer ça, il commence à vous faire une répartition par type de web service. Enfin, web service. Par type de jeu. Et vous a fait, lui l'instrumente et vous fait une moyenne. Donc, et une fois que vous êtes par exemple là, il va vous montrer que les requêtes qui correspondent à ça. Donc si vous êtes en train de chercher un hotspot sur une application comme celle-là, c'est pas la peine de tout les regarder, vous mettez là, il va commencer à vous les montrer. Donc là, on va être clair, à 350 millisecondes, il ne va pas me les montrer là-dedans. Pourquoi? Parce que dans ce composant web, je lui ai dit, donc on a dit que c'était quelque chose qui travaille sur des temps d'exécution, des transactions. Et ce qu'il faut lui dire, c'est lui dire, écoute, tu considères qu'une transaction est lente quand elle dépasse ce seuil-là. Donc moi, je l'ai mis par défaut, il y a un seuil à 2 secondes. C'est au-dessus que je travaille des applications très lentes. Je vais être un peu plus agressif, je vais dire toute application au-dessus de 50 millisecondes, ça c'est plutôt le comportement à Google, on considère que c'est une application qui est lente. Donc je vais aller chaliter mon application là. Hop, on va se prendre dessus. Tac, tac, tac. Là-dessus. On revient là. J'avais fait un save. C'est pas vrai. C'est pas fait un save. C'était vrai. Si, validation d'erreur. Non, si, il m'a dit qu'il y avait une erreur. Pourquoi il m'a dit qu'il y avait une erreur? Slow threshold. Alors, on va refaire. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont demandé. Ah, mais non. C'est slow threshold de l'erreur. Ah, ok. Donc, je retourne sur le monkey, là. Hop, 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 hop. Bon, normalement, j'ai généré assez de trafic. Donc, je retourne dans mes fameuses transactions. Et là, ce que je vois, c'est que, par exemple, il commence à me sortir pas là-dessus, il commence à me sortir des slow traces, donc des requêtes qui mettent plus de 50 millisecondes. Et quand je clique dessus, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et ce truc-là, je m'en sers tous les jours. J'ai découvert il y a un an, je m'en sers tous les jours. Et je peux vous dire que j'ai même l'architecte qui bosse avec moi, il découvre des trucs sur l'application. Pourtant, il la connaît, sinon, il a connu son application, il la connaît sur le bout des doigts. Donc là, j'ai un web API qui s'appelle API Issue Search. Qu'est-ce qu'il vous dit? C'est une application web, elle a démarré à tel moment, elle a duré 219 millisecondes, c'était un get. Il vous donne les paramètres. Ça, c'est quand même grave cool. Et il commence à vous dire, voilà, le temps il serait parti comme ça. 219 millisecondes de requête HTTP, 131 secondes de requête JDBC, 444 millisecondes de requête Elasticsearch, ainsi de suite. Donc déjà, vous avez la décomposition de votre... Vous n'avez rien fait. Vous avez juste mis ça, vous savez déjà ce que fait votre requête. Limite, si vous ne connaissez pas une application, mettez-le, vous allez voir que... Alors ça, c'est plutôt peut-être les gens qui écoutent. Est-ce qu'il y a des gens qui font de la TMA? Qui récupèrent des applications qu'ils n'ont jamais... Voilà. Avec ça, vous allez voir qu'il y a le cahier des charges, il y a les specs, et puis il y a la réalité du terrain. Vous avez vu quoi? Peut-être pas sympathique. En plus d'armes, il switch to sweet use. Ouais, il fait juste. C'est pas ultra sexy. Mais voilà, il le fait un peu comme ça. Et là, ce que vous allez voir, il va vous donner le détail. Tout ce qui s'est passé en termes d'activité. Les JDBC, commit, les requêtes et compagnie. Puis comme en plus, il est pas rare, ce qu'il fait, il vous montre carrément toute la requête. Alors, quand quelqu'un vous dit, oui, non, mais la requête, elle est rapide, vous pouvez lui dire, non, ta requête, elle est quand même un peu misérable, elle met 46 millisecondes. D'ailleurs, je peux te dire quelle était ta requête, et là, il peut même vous dire, alors, je crois qu'il vous montre, il vous donne les paramètres. Il vous sort les paramètres. Donc ça, vous avez la requête et les paramètres, vous n'avez plus qu'à aller voir votre copain qui a écrit la transaction, enfin votre copain, peut-être qu'il va plus l'être, mais avec tous les éléments. Ça, c'est indépendamment du niveau de log dans l'application. C'est instrumenté au niveau de l'application. En fait, il s'attache au driver. Ah oui, carrément. Donc, en fait, un agent JVM, il a accès globalement à l'intégralité de JVM. Ça veut dire qu'il bypasse pas des trucs de sécurité. Il voit même des choses dans l'application que vous, potentiellement, vous ne voyez pas. Mais c'est un agent, on lui fait confiance. Volontairement, on a marqué, moi, j'ai un agent
On le fait, c'est volontaire. Et lui, globalement, il instrumente. Et Glowroot, ce qui est cool, c'est que déjà, c'est open source. Vous pourrez rajouter demain, imaginons que vous ayez un framework ou un JDBC custom, vous pourriez même le rajouter vous-même. Soit faire un pull request pour le rajouter, soit qu'on appelle ça, le rajouter vous-même, je vous reprendrai tout à l'heure comme ça. Mais lui, il connaît déjà toutes ces pistes. Donc, ça, c'est une piste d'exécution. Une requête web, c'est une piste d'exécution. Une requête SQL, c'est une piste d'exécution. Les patterns sont connus. La façon dont le driver, class for, name, et select, execute et compagnie, il les connaît. Donc, quand il les connaît, il se colle dessus et il ne le lâche plus. Et c'est pour ça que, là, j'ai mis un seuil à 50 millisecondes, c'est pour ça qu'on voit tout. Donc, vous avez effectivement tous ces détails sur l'application. Ça vous a vraiment rien coûté, donc vraiment pour un prix fort raisonnable. Et en plus, comme il est sympa, il vous fait un petit top 50 rapide. Donc, vous savez combien de fois les requêtes sont rappelées, combien elles ont remonté de ligne. Donc, si vous avez une requête qui est 2 heures qui remonte de ligne, vous êtes raisonnablement en droit d'aller voir la personne dans un endroit sombre et de lui expliquer la vie. Mais plutôt après les heures de bureau, sinon c'est considéré comme une agression. Donc avec ce truc-là, vous avez clairement le nom, et du coup vous pouvez tracer, c'est laquelle des requêtes qui m'ont pris le plus de temps, ou celles qui m'ont pris le plus de temps par celle qui est la plus lente ou la plus rapide, ou celle qui me retourne le plus ou le moins de lignes. C'est vraiment très cool. Là, ce que vous voyez là, vous voyez quelque chose qui s'appelle Search. C'est quoi? C'est une requête Elasticsearch. Donc en fait, ils ont aussi instrumenté les requêtes Elasticsearch. Vous auriez du Cassandra, vous auriez un broker message, un Kafka, il serait dedans. Donc vous avez bien une entrée, et une fois que le Glowroot il a trouvé votre point d'entrée, c'est lui qui fait le flicage à votre place. Pas le flicage, c'est pas le terme, c'est pas le flicage. L'idée là derrière, c'est de savoir d'améliorer. Et là, il vous montre, il vous dit, moi ça m'a coûté en allocation mémoire 1,3 K. Autrement dit, aujourd'hui, je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous pouvez me dire, quand vous saisissez une JVM actuellement dans vos applications, c'est quoi la moyenne? Juste que vous me disiez un peu que j'ai des idées. Il n'y a pas de honte, si c'est 32 gigas, c'est 2 gigas. 2 gigas. J'ai 2 gigas à droite. Combien j'ai à gauche? D'accord. Donc, c'est une boutade, c'est tout simplement dire que 1 kilo par rapport à d'autres 4 gigas, même si les gens vous balancent 15 000 requêtes de front, c'est marginal. C'est vraiment marginal. Donc là, j'ai vu cette requête-là, et du coup, alors, soit je peux regarder par requête, soit je peux lui demander un peu ce qui s'est passé en termes de query. Donc là, je vois les sclotrages, je peux les regarder requête par requête. Là, je regarde toujours les mêmes, celles qui sont là, je peux lui dire SLA, est-ce qu'elle était lente? Non. Ah bah tiens, celle-là, je l'ai vue. API Search, ça en est une autre. Ah tiens, effectivement, celle-là, elle fait que 3 requêtes, mais quand même, elle est pas top. Typiquement, cette requête-là, je la trouve pas top. Sur un référentiel vide, enfin quasiment vide. Je suis à une requête SQL qui fait 44 millisecondes, c'est pas top. Donc vous avez accès à ce genre d'informations-là, vraiment simplement. Un truc sympa que vous avez aussi, c'est qu'une application, avant de démarrer, elle démarre. Et vous avez accès au start-up. Parce que très souvent, vous avez des outils qui vont permettre de vous donner le fonctionnement de votre application parce qu'ils mettent du proxy JDBC web. Par contre, avant que l'application ait démarré, il ne peut pas vous dire. Lui, comme c'est un agent JVM, il peut déjà le faire. Et là, notamment, il vous donne le temps de start-up, en fait. Voilà, le temps de démarrage du servlet contexte, un gros classique, avec les requêtes qui sont passées, et aussi le traitement, même le traitement Java. Là, je vous ai montré les requêtes, mais vous avez aussi la stack Java où ça passe. Quand vous allez dans Trace Entry, vous avez les opérations comme ça, mais ça correspond bien derrière à du code Java en fait. Donc vous avez carrément votre phase d'application et vous pouvez voir dans votre application où elle passe du temps. Donc là, l'application elle passe beaucoup de temps à faire du JDBC de l'élastique, mais imaginons que vous ayez eu une grosse boucle bien pourrie qui fait ouvrir on ne sait pas quoi en Java, vous l'auriez vu apparaître là-dedans. Donc ça vous donne vraiment un zoom sur le temps d'exécution d'une requête, donc de votre application, et vous dire où ça passe du temps. Avec toutes les informations pour reproduire. Typiquement, le simple fait d'avoir une requête et d'avoir des paramètres pour pouvoir les rejouer en prod, faire un explain per ou autre, c'est vraiment une information en valeur.
quand vous avez cette information-là, que vous soyez des opérations, ou vous alliez discuter avec les gens du dev, ou que soyez dev, vous alliez voir avec des opérations, parce que il vous semblait que la requête elle était bien tunée, mais que là, vous allez voir le DBA préféré, ou la personne des opérations qui connaît mieux la base de données, vous allez travailler réellement, vous allez prendre la requête, vous allez rejouer, elle va dire, ah oui, après le schéma, il y a ci, il y a ça, on l'optimise. Rien que ce truc-là, ça peut déjà valoir la peine de le qualifier. Donc là, j'étais sur une application, donc je vois à la fois les applications qu'on appelle ça standard, donc des requêtes web, et le startup d'un moteur Netty, Gtile ou Tomcat, c'est un truc standard. Même un gros serveur d'application, c'est un truc standard. Donc c'est instrumenté et c'est dans la partie startup. Donc ça veut dire, tout out of the box sans rien faire, il peut vous dire, donner des informations sur le démarrage et sur la partie web de votre application. Si vous faites du développement web, limite sur mon ordi, je m'en vais direct. Et comme je pense que vous ne faites pas que du développement web, on va aller regarder un petit peu plus. Ce que je vous ai dit, c'est que de route, il a la capacité de rajouter en fait des traces d'instrumentation. Donc là, je vais aller donc j'ai un deuxième composant qui s'appelle Compute Engine, qui a aussi, qui je vais lui mettre des trucs comme ça, 50 millisecondes, je ne prends pas le massif. Voilà. Et ça, le profiling interface, c'est globalement le temps qui passe à introspecter. 50 millisecondes, ça lui permet quand il est sorti de la requête, il sait toutes ces informations-là, il va les virer, ça vous sert à rien. Et ça, c'est globalement combien en profond il va rentrer dans l'investigation. Donc cette application, cette JVM, Compute Engine, si je regarde en termes de transaction, elle ne dit pas grand-chose. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que c'est un moteur de traitement batch. Et en fait, un moteur de traitement batch, on peut parfaitement l'instrumenter. Alors, je prends mes notes et je vais vous montrer ça rapidement. Parce que je n'ai pas le ClassPass en tête. Hop. Donc je vais lui dire, ben voilà, moi je voudrais que tu découvres une nouvelle piste d'instrumentation que tu ne connais pas encore, à demi, et je vais lui donner ma classe. Alors, bon là j'ai fait un copier-coller, donc c'est pas très smart, mais si je fais ça, ça vous rappelle vraiment ce que vous avez dans vos idées préférées. L'application, c'est un agent primaire, donc il a accès à l'exhaustivité de vos classes. Donc il sait exactement où est-ce qu'elle se trouve, votre classe. Là on lui dit, voilà, il y a une classe qui s'appelle COWorker.pl. On va lui dire, ben, il y a une méthode. Oh, il a trouvé la méthode, c'est quand même cool. Il est même capable de vous donner la signature. Forcément, il les connaît. Quoi capturer une transaction, on va lui dire que c'est une opération, une transaction de type background, donc page de fond. Transactionnel, on va appeler CE. Alors, je ferme le curseur. Là, il vous demande globalement quoi mettre, donc on va faire le choix par défaut. Tac, tac, 0, tac, tac. Donc ça, globalement, c'est qu'est-ce qu'il va mettre en inline de votre capture. Vous voyez tout à l'heure qu'il mettait, par exemple, les paramètres HTTP, là, c'est pareil. Le timer name, on va l'appeler CE. Alors ça, j'ai jamais compris pourquoi il demande ce truc-là, mais on va execute timer. Voilà. Moi, généralement, je rajoute CE execute, je rajoute timer à ce que j'ai mis derrière. Capture trace, et puis on peut. Alors, un truc à savoir, c'est que vous pouvez, quand vous instrumentez, dans le route, vous avez un choix, je vous ai montré tout à l'heure 50 millisecondes. On peut parfaitement se dire on considère que on peut définir des seuils, soit par web service, donc par exemple API Toto, je lui mets 50 et API Tutu, je lui mets 100. On peut le faire aussi à ce niveau-là. Mais là, comme je l'ai déjà mis, on ne va pas l'overrider, et je lui fais un. Alors pourquoi il me dit qu'il y a une erreur? Qu'est-ce qu'il me raconte? Non, ça va bon. Export to JSON, voilà. Et ça, alors pourquoi ça c'est cool? Je vous dis que c'est l'exemple d'une collaboration entre un dev et quelqu'un des opérations, c'est que ce JSON là, une fois que vous l'avez instrumenté, une fois que vous l'avez créé,
Par exemple, parce que vous êtes dev, parce qu'en dev vous avez envie, vous pouvez être très tenté d'aller amener ce genre d'informations-là à votre préférence en disant j'aimerais bien que tu regardes ça. Et au lieu de discuter 3 heures, vous lui donnez un bout de JSON, il intègre et on va les faire. Merci, c'est terminé. Et là, ça commence à travailler, effectivement à travailler en bonne intelligence. Donc il est là, ok, il est rajouté là, donc si je reviens là-dedans, je vais vérifier qu'il est bien mis quand même. Voilà, il est là. Le truc important, apply without restart. Quand je dis que c'est à chaud, c'est à chaud. Donc à part si vous avez une JVM qui date des années 14, si vous avez un Java 8, c'est bon. Si vous avez des JVM un peu plus vieilles, ça peut les faire tenir. Et là, globalement, il a réinstrumenté le code, donc quelque part dans le code original, il a réinstrumenté, il a changé le code pour venir mettre son intercepteur dedans. Ok, on a une transaction, super, on est content, donc on va aller là-dessus. Pour l'instant, si on regarde, il ne se passe pas grand-chose. Ok, alors ce qu'on va faire, on va aller on va créer un peu d'activité. Donc je vais ouvrir un terminal là. Pas grand-chose, donc je vais documenter. Globalement, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une analyse Maven qui va pousser un résultat sur où est-ce qu'il y a ce projet. Et donc lancer une analyse Maven sur un projet Java tout bête. Celui où il n'y a pas de code collage, c'est pas important. L'important est ailleurs. Pour les analyses qu'il faut faire. Je vais aussi parce que c'est quand même intéressant. Normalement, si je n'ai pas l'effet démo, j'ai quelque chose de nouveau. Ah, j'ai la partie background. Et là, je commence à avoir des slow traces. Et là, je commence à voir quelque chose qu'il ne connaissait pas il y a 10 minutes, enfin, qu'il ne connaissait pas, il connaît une nouvelle piste d'exécution. Et là, vous voyez le fameux paramètre, là, on a tout récupéré. Tout ça, c'est tous les paramètres qui sont passés à l'objet. En fait, dans la signature, on a un objet. Dans la signature de méthode, et ben lui, il fait introspecter, il a sorti ça. Donc vous avez même tout l'ensemble des paramètres de votre objet qui sont là-dedans. Et là, j'ai exactement tout le temps d'exécution de ma requête. Donc ça a pris 4 secondes. J'ai oublié que ça fait 2 secondes de JDBC. Et voilà, j'ai tout le détail. Donc si demain vous voulez savoir comment fonctionne un SonarCube ou j'en sais rien, vous pouvez faire pareil, vous aurez toutes les informations. C'est valable pour l'ensemble des applications. Et on a notre fameux top page. Donc c'est pas un top 50, mais on a notre fameux rapport de. Cette transaction, cette trace d'exécution, il ne la connaissait pas. On l'a mis à chaud. Pourquoi c'est intéressant de la mettre à chaud? C'est parce que vous pouvez avoir un incident en prod dans le truc, enfin un incident, comportement bizarre en prod, vous pouvez taper sur l'épaule de votre copain développeur pour lui dire là je crois qu'il y a un truc qu'il faudrait qu'on regarde. Je ne l'ai pas donné ou machin, vous le rajoutez, vous le faites à chaud. Forcément, comme vous instrumentez du code en production, vous n'êtes pas hyper serein, vous cliquez apply et puis vous espérez que les JVM ne plantent pas, vous avez vu là que ça ne plantait pas. Mais ça pourrait planter, mais globalement ça veut dire que quelqu'un, un développeur, il peut venir travailler avec vous rapidement, vous donner un truc de plus à voir et instrumenter. Il y a découvrir. Et une fois que vous en avez marre, vous l'enlevez. Vous allez désimplémenter ce code-là. Donc si vous avez besoin de regarder les endroits d'application, des points de passage, vous le rajoutez et vous l'enlevez derrière. Et c'est pour ça que c'est hyper important de le faire dans une approche, pas je suis dev, je balance les infos aux équipes d'opération. C'est que ça, il faut commencer à le faire dès l'étape de développement. Si vous avez des équipes de QA, les embarquer avec vous, ceux qui font on va dire des équipes de QA technique, et pareil avec les équipes de prod. Limite, dès que vous avez quelque chose, vous avez fini un sprint, vous avez quelque chose que vous donnez à vos équipes de prod, si vous pouvez l'instrumenter, commencer à lui donner point de passage comme ça, c'est bien, ça lui permet. Ce qui est hyper intéressant, c'est quelqu'un qui ne connaît absolument pas l'application, même s'il est développeur et qui ne connaît pas, il va commencer à la sentir, il va commencer à regarder, la requête elle passe là, il fait ça en termes d'activité SQL, et Elasticsearch, Cassandra, Redis et Wattels, il va commencer à la sentir. Quand quelqu'un des opérations commence à sortir l'application avant qu'elle soit en prod, il n'a pas la même appréhension que quand on lui dit écoute, ça fait 6 mois de développement, on vient de finir, je pars en vacances ce soir, je te donne le zip, on se repart dans 15 jours. Je vous dis, les équipes de prod, j'en ai connu, quand ils font ça, ils sont un peu flap et c'est à juste titre. Quand ils ont commencé pendant 6 mois, vous avez travaillé à chaque sprint, vous avez l'application, ça fait 6 mois qu'il la connaît. C'est peut-être même 6 mois qu'il vous fait des retours en disant dis-moi, cette requête-là, elle rend pas bonne, par contre, je vais le DBA et ça a amélioré. Et du coup, vous rajoutez on appelle ça ces optimisations de performance dans votre boucle de feedback. Le principe de l'agile, c'est d'itérer. C'est pas juste itérer côté dev en disant
j'ai fait mes filatures, j'ai fait ce qu'il fallait. C'est aussi de se dire, peut-être mon premier sprint, c'était des fonctionnalités. Le deuxième sprint, c'est je fixe des régressions ou des problèmes de performance. Et le troisième sprint, je fais d'autres itérations. Si vous avez un outil comme ça, c'est vachement simple. C'est hyper simple pour vous. C'est hyper simple pour vous et puis pour beaucoup de copains de donc là, effectivement, on voit les queries. C'est un peu peut-être pour tout, mais là, il est fait pour l'ensemble de l'application. Quoi dire d'autre? Vraiment, donc quoi dire d'autre? C'est plutôt riche, c'est plutôt simple, et c'est vraiment un outil à valeur. Vous avez d'autres questions là-dessus? Vous voulez voir qu'on regarde d'autres choses? Franchement, oui. Moi, j'ai une question. Dans la présentation, vous avez dit qu'il y avait possibilité de rejouer des morceaux, des traitements. Non, j'ai peut-être mal compris. Est-ce qu'il y a possibilité de rejouer des Non, on ne peut pas rejouer les traitements. Par contre, on peut garder les informations des requêtes parce qu'il les garde dans sa base Cassandra. Il peut vous les garder sur 10 ans. Si une base Cassandra est assez taillée, vous pouvez savoir ce qui s'est passé comme requête le 14 mai à 2h12 du matin, et il va vous dire, la requête SQL, il y avait ça. Il ne peut pas rejouer les requêtes web, par exemple? Non, il ne peut pas le rejouer. Ça, il ne peut pas le rejouer. C'est là qu'on sort. C'est pas un outil, c'est pas un APN, c'est vraiment quelqu'un qui écoute. C'est pas un replayer, en fait. Par contre, comme vous avez effectivement la requête web avec l'ensemble des paramètres, c'est là, ça veut dire que rien ne vous empêche vous de rejouer la requête là-dedans, parce que là j'ai des quêtes, mais si vous avez les paramètres qu'on poste, qu'on ne trouve jamais dans les logs ou ça, là par contre vous pouvez rejouer les requêtes. Donc, mais c'est pas un replayer. Je pense que ça serait pas sans rôle déjà. Je pense qu'il en fait déjà un peu trop. Ça serait pas sans rôle. Je vais finir le petit tour d'horizon rapide dans la partie administration. Donc vous pouvez mettre un nom au serveur central. Imaginons que vous ayez Lyon, Paris et Bordeaux, admettons. Vous pouvez définir des utilisateurs, un grand classique, avec des rôles. Vous pouvez avoir des gens qui ont le droit de faire des opérations lecture, d'écriture, du standard. On peut avoir confiance dans ces développeurs. On va pas donner forcément l'accès à quelqu'un qui est arrivé il y a 15 minutes dans la boîte d'instrumenter des classes en production. On peut, mais on est joueur. Qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'est pas hyper important. Là, globalement, il nous explique comment il va. C'est ces stratégies d'éviction de données pour les laisser par défaut. Le SMTP, pourquoi? C'est que vous avez vu qu'il y a un système d'alerting. Si vous lui mettez un serveur SMTP, il va pouvoir vous envoyer des emails. Clairement, c'est pas sa vocation, mais si vous avez zéro pointé en termes d'équipement de monitoring, c'est des faux mieux. Et franchement, il y a des équipes de QA, vous leur donnez ça, c'est bon, j'ai besoin de rien, et ils vous embêtent. Donc si vous êtes un autre qui est toujours embêté par l'équipe de QA, mettez-le en bureau. Si vous êtes un dev ennuyé par l'équipe de QA, mettez-le en bureau. Vous pouvez faire de la partie, si vous avez besoin de faire de l'HTTP proxy, donc ça c'est plutôt anecdotique, et vous pouvez faire de l'intégration, donc l'intégration LDAP pour les groupes, avec PagerDuty et Headcheck. Donc si PagerDuty, le monsieur il met limite le pied dans du monitoring de production un peu spam. Quoi dire d'autre? Plus grand chose. En fait, j'ai plus rien envie de dire parce que j'ai envie de l'essayer et que vous m'en parlez vous. Blueroot, il y a une API, je vous en parle, mais moi je ne suis pas hyper fan. Il y a une API, ça veut dire que vous pourriez vous-même instrumenter du code dedans. Quand on commence à avoir son code qui est dépendant d'un APM, c'est pas très très bon. L'APM, il est assez malin pour découvrir le code. Faites pas le couplage, mais si vous êtes curieux, vous avez envie de le faire, c'est possible. En résumé, donc, Blueroot, c'est pour tout le monde. C'est pas le truc des hommes, des QA, des devs, c'est pour tout le monde. C'est vraiment simple à déployer. Un mode autonome et un mode connecté suivant votre use case. On travaille, il y a un déclenchement sur dépassement de seuil, les fameuses millisecondes dont je parlais. Il n'y a pas d'impact sur le run. Et c'est embarquable dans vos applications. Et c'est pourquoi je fais ce point-là. Je suis allé voir dernièrement les anciens collègues, je vais leur faire un DBL, et ils avaient un problème en production avec leur client. Et ils n'arrivaient pas à trouver ce problème-là. Mais vraiment, un truc tortueux, ça arrivait de temps en temps. Et je leur fais la démonstration qu'ils ont dit, vous savez, c'est une licence ASL. Qui
qu'ils ont fait l'après-midi même, ils ont modifié leur livrable, ils ont livré le Bluetooth dans l'application licence ASL, ils l'ont juste désactivé. Quand le client leur a dit on a un problème en production, ils leur ont dit écoutez, vous allez désactiver ce flag, donc ils ont globalement enlevé le commentaire Java Agent dans le casse-passe, et vous redémarrez l'application. Et ils ont fait avec le client, ils ont dit maintenant vous connectez sur le port 4000, vous allez voir des choses. Et ils ont travaillé avec le client était ravi. Et du coup, ils n'ont jamais désactivé la fonctionnalité parce que le client dit maintenant je sais comment ça marche, qu'est-ce que vous nous vendez. Ça, c'est un peu le contre-truc, c'est que si vous codez mal, le client, du coup, il va bien. Mais le fait qu'il soit ASL, c'est hyper cool parce que vous pouvez l'embarquer et vous l'activez. Globalement, c'est votre golden card. Si vous avez vraiment un problème, vous pouvez le sortir. Et puis, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez dit que vous connaissez le propriétaire. Le monsieur qui écrit ça. Alors, c'est français? Non, c'est un monsieur, c'est un américain, et ça, c'est un projet open source comme les aime. C'est un projet open source à l'ancienne. Qu'est-ce que j'appelle un projet open source à l'ancienne? C'est des gens qui, sur leur temps libre, ils font un produit parce qu'ils ont une vision, ils ont une envie. Ce gars-là, le gars qui fait ça, il est tout seul. Il s'appelle Trace Blackcaner. La seule contributeur sur le projet, c'est un mec qui lui a fourni globalement tout le backend, qui était un bon côté front-end. Donc, je ne sais plus en quel techno, je crois qu'il devait dire rien. Enfin, je ne suis pas spécialiste. Donc, il lui a fourni ça. Ce gars-là, pour vous donner une idée, c'est à l'époque, donc sur SonarCube, on a du Elasticsearch, il n'y avait pas le support d'Elasticsearch. Je me dis, chouette, je vais enfin pouvoir faire une contribution à un projet open source. Va-t-il pas que le soir, je commence à m'écrire, donc déjà, écrire de l'instrumentation de code, je ne connaissais pas, et son produit, je ne connaissais pas, mais je commence à me faire une version 1.1. Et donc, je lui demande, 2 jours avant, je dis, ça serait bien d'avoir l'implémentation Elasticsearch. Il dit, ouais, c'est bien, écoute, fais une pull request. Donc, moi, je travaille gentiment. Au moment de faire la pull request, le gars il m'envoie un mail, peut-être pas longtemps avant, on aurait fait des petites journées encore, une petite soirée de plus pour la faire la pull request, il dit j'ai une version bêta, si tu veux, tu peux l'essayer. Vous êtes vachement content, vous avez perdu 3 soirées de votre vie, vous êtes enlevé avec madame pour rien, c'est pas grave. Donc je fais le truc, je l'essaye, j'ai dit c'est bon, c'est nickel, ok ça passe. Ça pour vrai la version Elasticsearch 2.4. On passe à Elasticsearch 5.6, l'API change, je dis chouette, je vais pouvoir faire une contribution sur le patch. Et le mec j'ai dit, tu sais que ça ne tient pas compte de la 5.6? Il me dit, je sais, quelqu'un me l'a déjà dit, il y a déjà le patch, c'est dans la snapshot qui va être produit à tel moment quand tu auras Rafralis. Ce gars-là, il a une capacité de travail qui est juste impressionnante, il est adorable. Si vous dites que vous utilisez le route, il est super content. Alors j'ai fait de gros, j'ai parlé de lui avec le plus grand nombre de mes copains d'Elasticsearch, parce qu'il n'est pas sans savoir qu'Elastic a rajouté une partie d'instrumentation dans sa stack. Ils sont très bons en PHP, ils sont très mauvais en Java. J'aurais dit, écoutez, vous êtes très mauvais en Java, moi je connais un gars qui est très bon, il y a peut-être moyen de moyenner, donc je ne sais pas s'il va en contacter, mais peut-être ce gars-là, il ira bosser chez eux, et s'il n'y va pas, c'est qu'il pense que ce produit-là, le sien, son petit bébé, sa petite danseuse, elle a plus de valeur que ça. Et c'est ça que les projets open source à l'ancienne, c'est que c'est pas un mec qui est payé pour faire. Il a une autre vie, un autre travail. Peut-être qu'il n'intéressera, mais c'est aussi investi. Parce qu'il y a un contributeur qui est sur son temps libre, donc s'il arrive quelque chose de n'importe quoi, c'est un projet qui peut mourir. C'est un projet qui peut mourir. Le truc, c'est qu'il est. Je pense que le projet, c'est tous les risques avec l'open source, ça peut arriver. Enfin, moi, ça fait 20 ans, si ce n'est pas 25, que je suis un grand fan de l'open source pour plein de raisons. Les projets. Moi, ce truc-là, si demain le mec il s'en va, je veux bien prendre sur mon temps libre pour le maintenir. Et des gens comme moi, il y en a plein qui sont dedans. Il commence à avoir des gens qui font des PR. Le gars, il est tellement réactif que c'est toujours pareil. Vous avez quelqu'un qui est hyper actif sur un projet open source. Vous avez envie de faire une PR, tout ça. Le gars, le temps où vous réfléchissez, il a déjà fait. Quand le gars il disparaît, ça laisse une licence ASL, ça veut dire que n'importe qui peut le forquer. Tu peux le prendre, il n'y a pas de souci. Il peut y avoir un risque, mais comme le produit il a vraiment de la valeur, c'est très rare les produits qu'on a qui disparaissent. Mais tu disais qu'il y avait que des produits propriétaires qui le concurrençaient. Ouais. Et c'est le seul open source qui. Alors il y en a d'autres, ils sont moins bien adaptés à la JVM. Il y en a, globalement, il y en avait quelques-uns. Faudrait que je retrouve le lien, parce que celui-là, je ne l'avais pas trouvé. Je l'ai trouvé en regardant une étude de cas. C'était le 3e dans l'étude de cas. Il y en a d'autres qui sont vachement bien, mais c'est une telle tannée à installer que jamais vous l'installez. Celui-là, il y a un bon ratio entre les performances
enfin, les fonctionnalités et le coût initial pour rentrer dedans. Les autres, c'est globalement, ils vous disent, alors vous commencez à installer un cluster HBase, donc déjà vous lisez la note de HBase, vous dites, je ferai peut-être ça une autre fois. Et il y en a d'autres qui sont plutôt orientés pour le monde .NET. Celui-là, pour le monde Java, il est juste idéal. Il y a les produits, on va dire les produits payants. Ça fait un moment qu'ils ne travaillent plus sur le déclenchement sur seuil, c'est là-dessus que vient Elastic, c'est qu'ils travaillent sur le déclenchement sur comportement. Ma même requête avec les mêmes paramètres, ma même requête, elle est tout le temps à 10 millisecondes. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Elle est à 20, ou à 30, ou à 40. Je déclenche une alerte là-dessus. Donc je ne le fais pas sur un seuil, mais globalement, ils apprennent du comportement de votre appli. Et en fonction de ça, mais là derrière, c'est ce qui explique les nombres de zéros qu'il y a derrière, mais ils le font que maintenant. Il y a 5 ans, ils ne le faisaient pas. Il y a 5 ans, ils étaient à son niveau-là. Lui, une fois je lui ai parlé, j'ai dit, et si demain tu rajoutais ça à quelque chose qui apprenait, il a eu un gros sourire en disant, je vais d'abord finir la 0.11. Donc c'est pas impossible qu'il le fasse. Mais s'il y a des gens qui viennent en disant, ben, moi je pourrais par exemple brancher votre moteur avec quelque chose qui fait de l'analyse comportementale, parce que je sais le faire, je pense que là pour le coup, la poudre école, je suis sûr qu'il va l'apprendre directement. Mais donc voilà, après c'est toujours pareil, il y a des produits qui sont des choix d'entreprise. Si vous mettez du Gloroot et que votre patron, votre DSI, ils vont acheter pour 2 millions à Dynamics, et que tout le monde se met sur Gloroot et que personne n'est sur Dynamics, je ne vous cache pas qu'il y en a qui vont se des dents. Donc vous laissez. Mais après c'est un choix, mais si vous n'avez vraiment rien, c'est vraiment un super outil et le coût pour rentrer dedans il est vraiment minimal. Par contre, du coup, j'ai une question sur le fonctionnement de la peine là-dessus. C'est que s'il se déclenche sur un seuil, ça veut dire qu'il doit quand même analyser tout ce que fait la JVM. Il en garde un peu sous le coude. Donc, ouais, parce qu'il ne peut pas revenir en arrière, il ne peut pas revenir dans le temps. Donc, même si on dit, bah, si c'est une requête qui prend 100 millisecondes, même celle qui prend 50 millisecondes, il va quand même la prendre, l'analyser, la stocker dans un coin pour. En fait, globalement, ce qu'il fait, c'est qu'il garde, c'est les points de passage. Il garde juste les points de passage. Donc, quand vous rentrez dedans, effectivement, il prend un peu, mais à moins que vous ayez une requête, je prends un exemple très bête, qui fait 1 million de fois, 1 milliard de fois en SQL et qui disent bah, je prends 1 milliard de fois le coût du SQL avec les points de passage, et même là, je crois qu'il utilise du hash, donc il est assez malin. Donc il hash la classe et puis il met des liens derrière, c'est plutôt optimisé. C'est vrai que si vous avez une requête qui est hyper lourde, typiquement un traitement bash qui fait 25 millions de trucs, je ne suis pas sûr que je mettrais de l'euro dedans. Mais pour du web, on sait qu'on va jusqu'à. Enfin, moi j'ai des requêtes dans mon appli, là. Je ne les ai pas là, je ne peux pas vous le montrer, c'est sur la pré-prod, mais où il y a le fameux truc Compute Engine qui fait jusqu'à 400 000 opérations SQL pour traiter des rapports de test. Le route, il les prend et il ne bronche pas du tout. Donc c'est de toute façon quelque chose qui fait 400 000 requêtes à la base. Il va certainement avoir la consommation de mémoire qui est. C'est toujours pareil, c'est un trade-off. Votre requête, si elle est légère, elle va consommer de la mémoire, mais le route en consommera beaucoup moins. Si votre traitement il fait 1 million d'accès SQL, il y a de grandes chances qu'il fasse que la heap elle monte à 1 giga, et que du coup on va dire les centaines soient marginales là-dessus. Donc c'est toujours pareil, c'est toujours un trade-off. Vous avez des questions là? Est-ce que ça marche avec toutes les versions de JVM? Ça marche pas. C'est une bonne question, je crois que ça marche à partir de Java 6. Il y a des trucs qui marchent en production avec une Java 10. Non, je n'ai pas essayé, honnêtement, je n'ai pas essayé. Ça doit s'essayer. Hein. Ça doit s'essayer. C'est une question intéressante, c'est une question piège de la mise Benjamin, puisque comme vous n'êtes pas sans savoir, à partir de Java 9 et de Java 10, les Amundsen, sont allés sataner sévèrement toutes les classes un peu tricky, donc peut-être ça marche plus. Mais ça demande, ça se vérifie. J'ai pas essayé. Oui. Always. En mode autonome, vous avez mentionné qu'il y a une page de vue qui tourne, mais comme l'application, en fait, on est obligé de la lancer avec le Java Agent, est-ce que c'est possible de le désactiver pour que la base de jeu se jette down? De désactiver Si jamais, en fait, si on veut justement tourner en mode autonome sans avoir démarré complètement l'application, il faut qu'il y ait un moyen en dynamique pour pouvoir éviter justement qu'il écoute, non? Non, en fait, en mode autonome, il n'utilise pas Cassandra pour stocker ses points, il utilise une base H2. Oui. Donc la JVM, l'agent, globalement, c'est lui qui tire une base H2. Donc du coup, il est beaucoup plus consommateur. Oui. Mais en dev, si on est dans un truc où on s'en sert, j'en sais rien, 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça ne va pas venir expliquer.
là où je mets le petit warning, c'est de dire ne mettez pas dans un coup one shot en prod, partez en vacances 3 semaines, parce qu'au bout de 3 semaines, on va vous dire, je sais pas, il y a un truc, une base à jeu là, elle a rempli plus passe 10, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Pourtant, tu m'avais dit que c'est monitoring. Oui, c'est le monitoring qui vient tuer la prod. Il n'y a pas moyen du coup de le stopper en live. Non, par contre, on peut jouer sur les seuils et lui dire il y avait des seuils, je vous ai montré, pour lui dire qu'ils sont un peu plus agressifs, notamment sur la période de rétention. Donc c'est lui qui va s'attamer derrière. Mais comme vous savez, plus on s'atome, plus on est obligé de faire des updates, des delete, ça commence à être coûteux. Donc, mais en mode autonome, oui, vous pouvez l'avoir. Moi j'en ai une qui tournait en mode autonome pendant 3 mois. Il y a eu pourtant de l'activité. Elle est montée à quelques mégas, mais c'est pas non plus des terrains. Vous avez une autre question par là? Est-ce qu'il y a des API en plus du front-end web? Pour la piloter par exemple? Ouais, mais pour faire des analyses externes par exemple. Je ne sais pas. C'est une bonne question. Je ne sais pas, je peux regarder. J'aurais dû regarder en mode debug, mais c'est une bonne question. Je le rajouterai dans mes. Je le rajouterai dans. On peut regarder, mais est-ce qu'il y a des API dans la de route? C'est même pour l'instrumenter vous-même? Enfin, pour limite pour l'amender? C'est éviter d'avoir à coder à l'intérieur si on veut faire des analyses personnalisées. Par exemple, pour un premier jet sur des trucs comportementaux, ça permet de ne pas avoir à modifier. Alors, la façon dont je le fais, moi c'est différent, mais c'est peut-être assez proche finalement. C'est quand je livre une application, je livre un peu route et déjà les JSON de config, mais c'est tout désactivé. Donc en fait, quelque part, quand je livre l'appli, je livre les points de passage aussi. Après, est-ce qu'on peut le faire dynamiquement? C'est une bonne question, j'ai pas regardé. Après, si c'est du React, effectivement, il faut faire des API. C'est très probable. Donc, il faudrait que je regarde. Le public, il y a sûrement des API. Mais c'est vrai qu'il en parle pas. Ouais. C'est une bonne question. Je lui poserai la question. Et je reviendrai. Non, mais c'est possible, c'est très probable qu'il le fasse. Alors, effectivement, je crois que c'est du React, on peut le regarder. DemoSite, on peut regarder son DemoSite. On peut se mettre en mode debug. Ah, une route, ça va aller. Le site de démo, c'est le Ploroute qui est. Est-ce que c'est le route qui se routise? Non, je crois pas, parce que là, il n'y a pas de. J'ai pas vu de préparation de sauce tomate. Mais effectivement, si on va là-dedans. Faut regarder, ouais. Mais je lui poserai la question. Parce que c'est probable que ça y soit, mais c'est vrai qu'il ne le précise pas dans la documentation. Alors, cette puissance nous dit il y a une requête SQL, voici ses paramètres et 10 millisecondes. Si j'ai une requête qui décide de prendre 8 heures et que je suis mieux et je veux savoir ses paramètres, est-ce que je peux avoir les paramètres d'une requête qui n'est pas finie? Je ne crois pas. C'est celle-là qui m'intéresse. Par contre, ce qu'il va vous dire, c'est qu'il va par contre vous donner les requêtes qui sont passées avant celle-là. Autrement dit, si vous avez 10 requêtes à 1 seconde, autrement dit, il n'attend pas la fin de la transaction HTTP pour vous dire, vous allez en voir, qui vont arriver au fur et à mesure. D'ailleurs, vous allez voir votre temps, et vous dire, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Donc, du coup, là, il y a une requête. La requête qui fait la file de l'heure, à mon avis, c'est qu'elle n'est pas terminée. Donc si vous cliquez sur celle-là, vous allez voir les requêtes qui passent au fur et à mesure. Presque en temps réel. Si vous avez une requête qui fait 8 heures, je pense que le problème est. C'est une bonne question, je n'ai jamais vu. Pourtant, j'ai déjà eu à traiter des requêtes longues, mais jamais aussi longues. Mais il faudrait que j'essaye, justement. C'est pas bête, il faudrait que j'essaye. Je le rajouterai sur les points et je les mettrai en note. Je les enverrai au juge pour qu'ils vous les fassent pour moi. Oui. Alors les fuites mémoire, c'est pas le domaine de prédilection dans l'APM. L'APM, c'est que les performances. Les fuites mémoire, ça sera plus l'endroit. Il y a d'autres outils qui font ça, mais. Parce que les bonnes de performance sont souvent liées aux fuites mémoire, surtout quand ça arrive au bout de quelques semaines. Et vous l'aurez, mais pas directement. En fait. Dit, vous pourrez peut-être voir le taux, si dans les requêtes,
tout à l'heure, je crois que je vous ai dit une bêtise, j'ai donné la taille, je vous ai dit 1.3K, c'est la consommation, je me demande si ce n'est pas la consommation de la requête. Il n'est pas impossible que dans les paramètres de taille, vous ayez aussi des informations sur la taille consommée de la requête. Ça sera à valider. Mais par contre, en APM, ça ne sera jamais sans chose. C'est jamais là qui sera bon. En plus, par contre, c'est vrai que si votre application elle tourne, le fait d'aller dans le collecteur d'objets, de regarder ce qui se passe en live dans la mémoire, ça va vous donner des informations. Mais sinon, la meilleure façon pour tracer la fuite mémoire, vous la connaissez, c'est d'aller sur la JVM et de faire des études. Mais c'est pas lui qui sait pas. En APM, il sera pas bon là-dedans. Ceux que je connais, ils sont pas bons. Capable de dire, comme quand on analyse un bien, on est capable parfois de dire là il y a une piste noire, on est capable de mettre en avant. En fait, probablement l'outil pourrait le faire. Je pose aussi la question, parce qu'il y a des API maintenant Java qui permettent de donner un approximé de la consommation d'un objet. C'est des trucs qui tournent autour de la pile OpenJDK, fait par des Russes, donc c'est forcément bien. C'est eux qui imaginent, c'est forcément bien. Il vous donne un approximé, donc potentiellement, c'est peut-être quelque chose qu'il pourrait avoir. Si ce n'est pas l'information que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est peut-être si ce n'est pas déjà ce qu'il fait, c'est peut-être quelque chose qu'il pourrait rajouter. Le truc, c'est de savoir que demander à cette, je ne sais plus comment elle s'appelle cette API, c'est la même famille que JMH dans OpenJDK, de vous donner un estimé de la consommation mémoire, c'est très coûteux parce que c'est un parcours d'arbre. Donc il est en train de regarder tous les objets, ça c'est le turn on, ça fait ça. Et les gens ne le font pas parce qu'ils disent si on fait ça, pour l'instrument en parallèle, c'est juste une catastrophe. Donc le truc qui approxime, il est assez efficace, mais je ne pense pas qu'il le mettrait lui de base dans le label. Mais je lui poserai la question. J'ai plein de questions à poser. Il aura pour la fin de la semaine. Ah, peut-être pas, parce que là, il faut qu'il fasse finisse la zéro. J'avais une question. C'est quoi les précours pour limiter l'overhead en production parce que typiquement, si on a un scénario où l'application se met à ramer parce qu'elle a une grosse montée en charge d'un coup, par exemple, du coup, les seuils vont être dépassés, du coup, le route va faire plus de choses que d'habitude, donc il va enregistrer, que ce soit en base locale ou via le réseau, et du coup, il va amplifier le ralentissement de la JVM. Il peut amplifier, il pourrait. Alors, c'est toujours pas. Moi, j'ai des productions de formation, donc le fait de. Moi, je me rappelle d'un prof habilité qui venait nous mettre des calottes quand on était avec l'oscilloscope et qu'on tenait mal les pinces. Le principe de l'observabilité, c'est qu'on est. Celui qui observe ne doit pas perturber la mesure. Dès qu'on mettait le bout du doigt sur le truc, je vous allez dire qu'il était à l'autre bout de la salle, on la sentait bien. Donc, les problèmes d'observabilité, je les ai sentis, elles sont en moi de manière débile. Et là-dedans, clairement, il y a des endroits critiques de l'application, je ne les instrumenterai pas. Et si, c'est pour ça qu'on peut s'amuser à dire je mets des seuils à différents niveaux pour dire telle requête à 500 millisecondes. Moi, j'ai plutôt tendance à dire j'ai un SLA qui est 1/10 de seconde, je mets une requête parce que si demain il y a quelque chose qui part en cacahuète, j'ai qu'un endroit et ça peut se faire justement ce qu'on a une API pour dire tu me remontes les seuils, je ne veux plus rien avec l'instrument parce que là c'est un. Faut pas que tu ajoutes du bruit sur le bruit. Mais dans ce cas-là, en toute honnêteté, je pense que si vous avez une requête, une application qui s'affole, le route peut accélérer, mais je pense faiblement. Moi j'ai eu des cas d'applications qui sont affolées, je peux vous assurer qu'on se débrouillait très bien tout seul. On n'avait pas besoin de route pour mettre le bazar. Par contre, le route, de manière très économique, disait ta requête misérable, elle est encore plus misérable qu'avant. Et généralement, c'est parce que c'est le moteur SQL derrière qui était en train de mourir. L'application Java, elle était plutôt bien. Et très souvent, ce qu'on voit, c'est à part sur les clés Java comme des pieds, c'est très rare d'avoir des temps de réponse quand ils sont mauvais, c'est toujours les backends. C'est du backend élastique, c'est de la base de données. Donc le route, il va juste vous dire, la JVM, elle se bronze, par contre, les requêtes, elles mettent 2 heures maintenant. Puis après, elle vous dit, les requêtes, elles font 8 heures. L'avantage, c'est peut-être qu'on peut les tracer en temps réel et voir ce qu'elles font, mais il ne va pas perturber. J'ai pas souvenir d'avoir des applications qui étaient. La réponse, en fait, c'est que ce n'est pas les cas les plus fréquents. Non, c'est pas les cas. Et très souvent, quand on a une application qui dysfonctionne comme ça, c'est que l'application est mauvaise. Enfin, elle est mauvaise. Elle m'a codé. Moi, les applications que j'ai eues, où j'ai dû par exemple à sortir des réglages spécifiques du GC pour dire l'application va marcher, très souvent l'application elle est à jeter. Et c'est des applications que je ne souhaiterais pas monter. Mais le route là, il pourrait amplifier, mais c'est quand même assez rare.
comme j'ai dit, on est quand même surtout en train de regarder des points vers l'extérieur. Si vous mettez des seuils, parce que votre SLA, c'est chaque requête web, elle doit mettre 100 millisecondes, et vous mettez un seuil à 108 millisecondes, si vous êtes dans votre SFA, si vous respectez votre SLA STO, vous êtes tranquille. Si vous commencez à l'avoir, limite, c'est presque de l'alerting qui commence à vous dire voilà, on est en train de sortir des coups. Et effectivement, vous pouvez même réagir plutôt rapidement. Mais le temps d'une requête HTTP en HTTP2 avec gRPC, c'est vraiment minimaliste, c'est vraiment très très faible. Parce que ce qu'il fait, c'est qu'il écrit. Par contre, un petit peu, c'est vraiment. Oui, il envoie des données. Il les envoie à la fin, il les envoie en cours de traitement, et le reste à la fin. Oui, oui, ça fait plus important que celui qui a montré du serveur. Si je fais une requête et que là, ça fait une requête web et que ça fait 10 requêtes JDBC, ça va faire un trafic vers le serveur central qui peut être gigantesque. Si on dépasse le seuil. Mais pour ça, je vous donne juste un ordre d'idée. Sur un site en production, actuellement, 1 million de requêtes par jour, c'est une auto. Et 1 million bien senti. Puis pas des machines de dingue, des machines que peut s'acheter chez ADLC. D'autres questions? Ça gère des métriques dans les jours. C'est-à-dire